Bien, et ben on va attaquer. Hein, après le quart d'heure bordelais. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Merci à vous d'être avec nous ce matin à l'hôtel de Région pour cette deuxième journée de printemps numérique atlantique, dédiée donc ce matin à l'entrepreneuriat numérique. Voilà, il y a un certain nombre d'idées reçues autour de l'entrepreneuriat numérique. Il paraît que c'est plus facile que d'entreprendre dans d'autres domaines. On va voir si c'est vrai, si c'est pas vrai. Mais surtout, l'idée, c'est qu'avec nos amis Elis Lohim, Nicolas Masson, Nicolas Béraud, Samy Lini et Nicolas Bournet, vous puissiez entendre un certain nombre d'idées essentielles et de conseils, voilà, pour se lancer dans ces aventures-là, qui sont des aventures éminemment prometteuses. À titre personnel, j'emmène chaque année une délégation de start-up françaises au CES de Las Vegas. Et je peux vous dire une chose, c'est que les start-up françaises sont parmi les meilleures, et de l'avis même des Américains. Voilà. Et quand elles arrivent là-bas, elles-mêmes prennent conscience que elles sont tout à fait crédibles dans la compétition mondiale. Et donc on a aujourd'hui une force de frappe énorme qui est incarnée notamment par la French Tech. Mais voilà, aujourd'hui, on sait produire de l'innovation et des entreprises de technologie en France. Et on a souhaité, donc avec les intervenants de ce matin, vous en dresser un peu le panneau. Vous allez voir, on va demander à chacun d'entre eux d'où vient l'idée, quel a été le projet, puis comment ils se sont lancés, les échecs qu'ils ont pu rencontrer, les difficultés, mais aussi voilà, les conseils qu'ils ont à vous donner. Donc, en un mot, je vais demander à chacun d'entre vous de présenter sa société, hein, quelle en est l'activité, quels en est les services, le produit. Et puis voilà, ensuite, je vous questionnerai pour justement raconter aux gens qui sont là, qui nous regardent aussi à travers le streaming, raconter l'histoire d'entrepreneur qui est la vôtre. Voilà. On commence par Elis Lohim. Oui, donc je m'appelle Elis Lohim, je suis président d'une société qui s'appelle Temesis, dont le siège est à Bordeaux, mais on est 7, on est tous en télétravail, donc les gens travaillent un peu partout, on n'a pas de... Voilà, elle est complètement dématérialisée comme entreprise. Voilà, on a créé l'entreprise en 2000, on travaille sur la qualité et sur l'accessibilité des sites internet, donc essayer de fournir du conseil et de la formation au départ aux entreprises ou aux organisations qui font des sites, parce que c'est un métier, faire des sites internet, c'est des choses ça demande quand même une certaine technicité, une approche transversale, et ça demande de traiter beaucoup de sujets, de faire des sites. Au départ, c'est une boîte de consulting, et puis progressivement, ça a commencé à évoluer vers d'autres activités. On a été amené à créer des référentiels qualité pour les sites internet, des référentiels ouverts. Et puis, au fur et à mesure, c'est en train de se transformer. On est en train d'accoucher d'une start-up qui s'appelle Opquast, Open Quality Standards. C'est une marque et qui permet de faire notamment de la certification de compétences dans le domaine du numérique. Je ne sais pas si on a beaucoup de... Enfin, On revient. va y revenir, oui, oui, tout à fait. Merci Hop. beaucoup. Oui. Nicolas Masson, Parking Facile. Oui, bonjour, donc Nicolas Masson, Parking Facile. Donc Parking Facile, ça a été créé il y a 1 an et demi et lancé commercialement il y a 2 mois, début avril. L'objet, c'est de proposer aux automobilistes d'accéder à des parkings privés avec un téléphone. Donc il y a un petit peu de hardware, on met un boîtier connecté sur le portail et derrière une application mobile. Et puis toute la gestion des flux se fait via l'application et derrière sur le serveur. On est 2 salariés dans la société et puis, comme toute start-up qui se respecte, une équipe de stagiaires en attendant de pouvoir générer assez de chiffre d'affaires pour embaucher. Et donc lancer à Bordeaux et comme objectif dans quelques mois d'aller dans d'autres villes. Merci Nicolas. Nicolas Béraud. Oui, pardon. Oui, bonjour à tous. Nicolas Béraud, je suis le président de Triple Fun. Triple Fun, c'est une société de jeux mobiles. Notre ADN, c'est de développer des jeux multijoueurs simples et conviviaux où les joueurs peuvent échanger et jouer ensemble. On s'est installé à Bordeaux assez récemment, puisque c'est depuis septembre 2014. Et la boîte est encore en train de développer son premier jeu, issu en tout cas de Bordeaux, qu'on est en train de lancer là en ce moment même. Et dernier point, nous on n'a pas de stagiaires encore.
Nicolas, dans une vie antérieure, vous aviez déjà créé une entreprise Alors précédemment, célèbre. j'avais créé deux autres sociétés. La première, c'était un site de sport qui s'appelait Sport for Fun début 2000. Et en 2005, j'ai créé le site de paris sportif BetClick à Londres, qui a été aussi une super aventure. On y reviendra. Merci beaucoup, Nicolas. Samy Lini. Oui, donc bonjour à tous, Samy Lini, directeur général et cofondateur de la société Akiani. Alors Akiani, c'est une société de conseil aux entreprises dans le domaine de l'ergonomie et de l'expérience utilisateur. Donc nous, notre métier, c'est d'améliorer les produits et les services en essayant de mieux intégrer les contraintes de leurs utilisateurs. Donc en gros, comment est-ce qu'un utilisateur fonctionne au niveau de sa cognition, de sa psychologie, pour mieux utiliser ces systèmes dans l'environnement dans lequel il va utiliser le système en question. Aujourd'hui, nous avons des stagiaires aussi. La société a été créée il y a 2 ans et nous sommes basés à Bordeaux. Merci Samy. Nicolas Bournet, président de NFC Interactive. Bonjour, donc Nicolas Bournet, président d'NFC Interactive. Nous avons créé la société en juin 2014. Elle est issue d'un programme de recherche européen mené par des chercheurs du Labri ici à Bordeaux, donc laboratoire bordelais de recherche informatique. Nous venons de prendre des locaux à Paris il y a à peine 2 mois, puisque nous avons un développement assez rapide, notamment grâce à l'accompagnement de grands groupes. Nous allons nous intéresser sur des solutions mobiles interactives afin de connecter tout lieu et tout objet avec son usager, quel qu'il soit. On est capable de fonctionner en mode connecté, ça c'est le plus simple, et surtout en mode non connecté, ça c'est un petit peu plus compliqué. On a un plan de développement assez ambitieux, tant en France qu'à l'international, dans un horizon de 2 ans. Et on vient de, ce que vous disiez tout à l'heure, présenter une de nos solutions sur un salon des drones à Atlanta aux États-Unis, de manière, on va dire, agressive commercialement. J'ai proposé de la faire gratuitement, uniquement pour intéresser nos chalands, et ça a justement bien marché. Donc on est reparti avec une 15aine de contacts à l'issue de ce salon et du déploiement de notre solution. Donc c'est plutôt positif. Il faut aussi prendre parfois des risques, donc des risques de ne rien facturer de sa prestation pour justement engranger après du business. Plus précisément, votre solution, elle consiste en quoi? Parce que NFC, ça ne parle pas forcément à tout le monde tout de suite. Donc, si vous pouvez nous donner un exemple d'application. Le NFC, vous le connaissez certainement, puisque... Alors, j'allais dire, si vous avez pris les transports en commun, l'exemple est peut-être pas très bon aujourd'hui, mais sinon, si vous avez une carte bleue, elle est déjà en NFC, puisque c'est ce qu'on appelle le sans contact, et notamment le paiement sans contact. Mais il y a toute une série d'usages et toute une série d'applications qui sont possibles derrière cette technologie-là. Donc, on va utiliser du hard et des applications mobiles également, enfin du hardware. Fois, quand j'ai dit du hard, on m'a dit fais attention. Oui. Donc du hardware et des applications mobiles, en travaillant sur plusieurs technologies, le NFC, le Bluetooth Low Energy, les beacons, le Wi-Fi direct, et une toute dernière qui est en train d'arriver, qui s'appelle les Pixies, qui est une sorte de triangulation en Bluetooth avec des pastilles. Voilà, vaste programme. On est connecté de partout avec vous. Nicolas Béraud, on revient vers vous. Vous êtes, on a compris, un serial entrepreneur et puis aussi un peu le doyen de cette table ronde. Vous parliez de la fondation pardon, il me regarde durement. On parlait effectivement de BetClick, cette aventure. Est-ce qu'on peut y revenir un petit peu? Parce que toute cette aventure-là, je pense à l'ensemble des jalons d'un projet start-up qui devient une grande boîte avec des effets d'accélération, des levées de fonds des investisseurs, des choses comme ça. Je pense qu'il y a tout dans cette histoire-là. Donc, est-ce que vous pouvez prendre un petit peu le temps de nous raconter cette aventure, de l'idée de départ jusqu'au moment où vous vendez finalement? L'idée de départ vient de la société précédente, où donc en 2000, en pleine explosion de l'Internet, avec 2 associés, on décide de lancer Sport for Fun, qui était donc un site communautaire autour du sport et où on proposait aux
membres de faire des pronostics sportifs gratuits pour se défier au sport. Et en fait, c'est celui il y avait des classements, ceux qui faisaient les meilleurs pronostics sportifs, quelque part c'était ceux qui s'y connaissaient le plus en sport. Et on a connu un formidable développement en termes d'audience, mais monétisation très compliquée parce qu'on est en début 2000, la publicité marche pas encore sur Internet. Et là, on arrive en 2001-2002, beaucoup de startups disparaissent parce que voilà, le modèle économique n'est pas en place, contrairement à aujourd'hui. Et il faut donc, soit on disparaît aussi, ce qu'on ne voulait pas parce qu'on y croyait, on voyait qu'il y avait un potentiel, soit il fallait s'adapter et, comme on dit, pivoter. Donc on a continué à croire en notre système. On a proposé des services, comme on avait une communauté très forte, on a proposé des services payants dès 2002, ce qui était assez innovant parce que faire sortir une carte de crédit sur Internet en 2002, c'était très compliqué. Grâce à ça, on a réussi quand même à survivre, puisque, disons, les membres, là où la communauté la plus fidèle a souhaité ou accepté de payer ou de prendre ces services. Et ça nous a permis de survivre et d'atteindre la rentabilité en 2004. Et à ce moment-là, ça a été un moment important pour notre société, c'est que la jurisprudence européenne était en train d'évoluer dans le domaine des paris sportifs payants. Et il se trouvait que une partie de nos annonceurs à l'époque étaient des sites soit de paris sportifs, soit de casinos. Et on s'est dit, tiens, finalement on fait du pronostic sportif gratuit, ça ne doit pas être très compliqué de faire du pari sportif payant. Et en fait, ça je l'ai compris bien après, mais en fait c'est complètement différent pour plein de raisons, parce que dès qu'on touche à l'argent, dès qu'on est dans un domaine aussi différent, en fait tout doit se réapprendre et on fait les choses d'une manière différente. Mais on y croyait en tout cas. Donc c'est dans les sujets qu'on aborde aujourd'hui, s'il y a un conseil, c'est croire en son projet. Parce que, et avec le recul, on s'aperçoit toujours que ce qu'on croyait quand on a lancé un projet ou une entreprise est très différent de ce que va devenir l'entreprise, et très différent les problématiques que vous allez résoudre ne sont pas forcément celles que vous imaginiez au début, mais faut y croire, ce qui permet justement de petit à petit de passer les obstacles et de développer sa société. Donc à ce moment-là, je la fais court, mais on fusionne Sport for Fun avec un site d'actualité sportive qui s'appelait sports.fr pour créer NewsWeb, qui allait plus tard être vendu au groupe Lagardère. Et moi, je décide de partir tout seul à Londres en mi-2005, donc il y a 10 ans. Pourquoi Londres ? Parce que c'était la jurisprudence de l'époque, en substance, disait quand vous aviez une licence de paris sportifs en Europe, vous pouviez proposer vos services à tous les pays européens, sauf si le pays en question avait légalisé légalisé ou complètement interdit cette activité. Et comme en fait à l'époque, les 25 pays européens avaient soit des monopoles, comme la Française G ou le PMU, ce qui était en contradiction avec la loi européenne, soit, en fait, souvent il y avait des monopoles d'État, ce qui faisait que la plupart des pays européens étaient en contradiction avec la loi européenne, ce qui faisait que du coup la jurisprudence s'appliquait. Donc je suis parti à Londres. À l'époque, je parlais à peine anglais parce que mes parents m'avaient fait allemand première langue, m'avaient obligé de faire allemand première langue. Donc je parle à peine anglais, je pars à Londres et je demande une licence de paris sportif. Où là-bas c'est assez classique puisque vous avez des bookmakers à tous les coins. Oui, c'est vraiment dans la culture, le e-pari surtout les Anglais. Il parie surtout, et puis vous avez vraiment des bookmakers, William Hill, Ladbrokes à tous les coins de rue quand vous allez à Londres. Et j'obtiens la licence 3 mois après, et entre-temps j'avais convaincu certains actionnaires de ma société précédente de faire une levée de fonds d'1 million d'euros pour lancer donc BetClick en Angleterre. Et on développe nous-mêmes le site internet. Et ça, c'est quelque chose je pense qui est très important aussi. C'est quand on développe quelque chose dans le numérique, un des assets, une des valeurs que vous créez, c'est la technologie. Et c'est très important
de développer, enfin moi je pense, il y a des exceptions bien sûr, mais globalement et aussi par rapport aux nombreuses startups que j'ai pu depuis suivre ou conseiller, c'est très important de maîtriser sa technologie parce que c'est ça qui à un moment donné fera la différence. Donc pour BetClick, on avait choisi, alors qu'il y avait des solutions B2B qui existaient déjà à l'époque, on avait choisi vraiment de redévelopper toute notre technologie, alors le site internet, mais aussi tout le back-office nous-mêmes, pour vraiment maîtriser. Et ça a été d'ailleurs une des raisons, une des clés du succès, parce que, pour une raison que je vais vous expliquer juste après. Donc voilà, juste pour terminer rapidement, début 2006, on lance le site internet betclick.com en 5 langues. On s'adresse donc à toute l'Europe, enfin, aux 5 pays européens principaux. On est à l'époque 8 employés. D'office, vous avez pensé quand même continental, quoi. Il y avait une plus-value à être directement international. Comme aujourd'hui, pour ceux qui travaillent dans le mobile, ça se pose même plus. D'ailleurs, à l'époque, la question pouvait se poser, mais aujourd'hui, ça se pose même plus. Faut être international. On pense monde. Quand vous lancez une app, quand vous lancez un service, si vous voulez avoir une chance, faut être international. Pourquoi? Parce que si vous l'êtes pas, il y a un concurrent qui va l'être. Et après, il va revenir sur votre marché et il va vous manger. Enfin, il n'y a plus de marchés nationaux, quoi. Voilà. Non, il y a plus en tout cas, sur beaucoup de sujets ou de technologies, il y a de moins en moins de marchés nationaux. Et donc 2006, on lance betclick.com et 4 ans après, on est 500 employés, un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros. Donc vraiment une croissance vertigineuse qu'il a fallu gérer au quotidien. Et puis aussi, comme je le disais tout à l'heure, la découverte d'un nouveau métier, parce que en fait, le métier qu'on imaginait n'était pas vraiment celui d'un bookmaker en ligne. Beaucoup de problématiques, notamment liées à la fraude interne, enfin fraude externe, des gens d'excès de l'argent, des gens essaient de gagner de l'argent gratuitement, donc avec des réseaux mafieux, donc très compliqué à se protéger. Et puis en interne aussi, parce que pour la même raison, dès qu'il y a de l'argent, et vous avez de plus en plus de salariés ou de partenaires ou de fournisseurs, il y a des risques de fraude interne, de gens qui ont accès à votre back-office, donc sur lequel aussi il fallait se défendre. Et puis plein d'autres problématiques liées plus à notre métier, sur comment faire pour avoir une bonne offre, proposer des cotes, puisque là vous êtes en pari à code fixe, c'est-à-dire que le bookmaker, on n'est pas dans du mutuel où le bookmaker prend juste une commission. Bon, là, on est du pari à code fixe, c'est-à-dire que si on se trompe dans les codes qu'on propose sur les matchs de foot ou de tennis, on perd de l'argent. On peut perdre jusqu'à des millions d'euros d'argent. C'est-à-dire vous pouvez faire faillite si vous gérez mal l'offre que vous avez sur votre site internet, ou s'il y a une erreur pendant quelques heures où les joueurs en profitent. Donc une grosse pression, sachant que c'est un business qui tourne 7 jours sur 7, surtout le week-end, donc c'est là où il y a le moins de monde, puisque quand même voilà, et donc c'était une aventure superbe, mais avec beaucoup d'obstacles et de problématiques qu'il a fallu résoudre très vite. Avec, pour finir, à partir des années 2010, les différents pays européens qui commencent à réguler cette activité. Donc la France a ouvert lors de la Coupe du Monde 2010, en juin 2010. Et à ce moment-là, donc, il fallait répondre à un cahier des charges monstrueux. Ça c'est un peu la marque française. On a dû renvoyer un dossier qui faisait 15 000 pages. 15 000 pages 15 000 pages. On a eu 3 mois pour le faire et j'ai dû mettre 200 personnes rien que pour ça, pour remplir la licence française, parce que c'était juste une usine à gaz. Alors on ne savait pas à l'époque si c'était fait exprès justement pour un peu écrémer ou protéger les monopoles, mais en tout cas nous on ne voulait pas prendre de risque sur cette licence, parce que c'était un des marchés sur lequel BetClick était fort, et on a bien fait, puisqu'à l'ouverture du marché des jeux en ligne, on a pris 45% de part de marché, loin devant le PMU et Française des Jeux. Voilà. Donc ouais, en termes d'entrepreneuriat, ça a été vraiment une super aventure. Et il y a une autre expérience, je pense, qui est intéressante pour ceux qui sont là, c'est que j'ai vécu, c'est comment gérer une boîte de 8 personnes,
Après 20, 50, 100, 200, 500. Et moi, si j'ai un conseil à donner à ceux qui vont connaître ce genre de croissance ou qui sont en train de voilà, développer leur activité, je me suis aperçu, parce qu'après j'ai revendu BetClick et on m'a demandé de gérer un groupe de 1200 personnes. Donc il y avait 4 boîtes qui faisaient le même métier que BetClick. Et je me suis aperçu d'une chose avec le recul, c'est que finalement, que ce soit une boîte de 10, 50, 100 ou 1000, je pense qu'il faut garder la même type de gestion, la même agilité. Il ne faut surtout pas se dire, comme je suis 500 ou 1000, maintenant je vais organiser la boîte comme EDF ou comme France Télécom. Non, c'est une erreur. Si on se dit, bon, comme on est nombreux, il faut mettre des process, il faut mettre des trucs. Non, ça c'est la plus grosse connerie à faire. Je pense qu'aujourd'hui, même à 1000, on peut garder une boîte dans une organisation de start-up souple et agile. Et c'est même, je dirais, non seulement on peut, mais il faut le faire, parce que sinon vous disparaissez. Et j'ai vu des concurrents sur le marché qui ont soit disparu, soit beaucoup souffert, parce qu'en grossissant, ils se sont dit, tiens, maintenant il faut qu'on se C'était hyper structuré, quoi. Hyper structuré, et surtout pas, et dans le numérique, qui est le sujet d'aujourd'hui, il faut surtout pas, faut garder cette agilité. On le voit, et je pense que je vais laisser la parole aux autres intervenants, mais je pense qu'on le voit tous les jours, le marché, les technologies évoluent tout le temps, sans arrêt, ce qui était vrai il y a 2 ans ou 1 an et sera peut-être plus vrai l'année prochaine. Et il faut garder cette agilité, cette souplesse. Et pour ça, ça passe par d'abord être à l'écoute de ce qui se change et deuxièmement une organisation, une agilité, que vous soyez 5, 10, 15 ou 1000. Merci Nicolas Béraud. Effectivement, savoir grossir sans s'alourdir d'une certaine manière. Nicolas Masson, Parking Facile, alors voilà, une jeune pousse, créé quand déjà, vous l'avez dit? Créé en janvier 2014. Oui, donc c'est pas très élégant de me faire passer après Nicolas Béraud. Mais c'est pas grave. Si j'ai fait c'est pas les extrêmes, mais voilà, en l'occurrence, je pense son témoignage peut vous apporter beaucoup et nourrir votre réflexion. Et c'est important aussi, voilà, d'avoir à la fois ce parcours expérimenté, et puis maintenant de parler de vous. Et d'où vient cette idée de Parking Facile? Parce que souvent, il y a une bonne idée au début d'une entreprise. Oui, alors elle vient, on est 3 associés. Donc le premier associé, en fait, je le connaissais parce que j'avais travaillé chez lui. Il avait une salle de fitness, donc l'idée, il n'est pas du tout du numérique. Et lui louait par ailleurs, parce c'est un actionnaire qui a un patrimoine immobilier relativement important. Et donc lui louait des places de parking et avait en même temps des clients qui avaient du mal à se stationner. Donc il a fini par avoir l'idée. Il m'a contacté parce que moi j'étais en fin d'études à la Chambre de commerce de Bordeaux, au service création d'entreprise, pour me dire l'idée et pour me dire qu'il fallait foncer. Et là, moi, j'avais rencontré le 3e associé, Tom Camin, qui est responsable technique de Parking Facile et qui avait une autre société qu'il était en train de couler parce qu'il ne réussissait pas à monétiser. Et donc, on a commencé l'aventure comme ça, avec un associé, un actionnaire dormant, et puis 2 associés actifs, moi et Tom Camin. Et votre complémentarité avec Tom, c'est le profil technique, et vous avez un profil plutôt quoi? Plutôt commercial, plutôt business développeur. C'est là où on a un peu le problème, en fait, puisque comme on est sur un modèle un peu consoco, il y a d'une part aller chercher l'offre. Consoco, consommation collaborative. Consommation collaborative. Il faut d'une part aller chercher l'offre et d'autre part aller chercher la demande, avec à chaque fois des effets de seuil où on peut pas avoir trop d'offres si on n'a pas assez de demandes. Donc c'est assez compliqué à gérer. Et puis on s'aperçoit aujourd'hui qu'il nous manque le métier, donc on essaye de le faire. Mais autant il est responsable technique, donc on est capable de d'avoir le back-office et le front-office, mais autant on voit aussi qu'aller chercher du client, ça reste très compliqué, c'est un métier à part entière, et on se rend compte finalement que c'est la priorité, alors on n'a pas encore les fonds, mais réussir à embaucher quelqu'un en web marketing, voilà, pour aller chercher du client. Donc souvent on retrouve ça dans les parcours des startups. C'est rarement, contrairement au modèle classique de la TPE, c'est rarement une entreprise avec une seule personne. Au départ, on a toujours un groupe des associés au point de démarrage. Et effectivement, c'est un autre élément fort de cette économie-là. Mais il y a naturellement des contre-exemples. Mais en l'occurrence, ce sont souvent des histoires collectives. Oui, il y a vraiment plusieurs métiers. Nous, on est en plus sur une solution phygital, donc il y a du physique, il y a du digital. Et c'est quand même beaucoup de travail, puisque derrière, c'est des parkings à équiper,
c'est de la gestion des partenaires, des différents partenaires, et on a beaucoup de travail. C'est vrai que souvent on a l'impression qu'on peut faire en dilettante un site internet et voir si ça va fonctionner. C'est vrai que non, Non, il faut vouloir que ça fonctionne. Oui, il faut y aller à fond, et puis on est loin d'être trop de deux. Je pense que si on était 5, on serait encore trop chargé. Donc oui, il ne faut pas le faire en dilettante, et il faut le faire en étant complémentaire. Là, on se rend compte vraiment que on a un aspect juridique. Donc ce qu'on fait pour pallier finalement au manque de compétences, puisqu'on n'est que 2 avec stagiaires, c'est beaucoup de sous-traitance. Donc expert comptable, c'est évident, mais aussi on a travaillé avec 3 cabinets d'avocats, on est incubé à AEC, donc ça permet d'aller piocher des compétences. On a gagné des audits en marketing, en stratégie commerciale, justement parce qu'on avait des lacunes là-dessus. Donc c'est aller chercher aussi de l'aide à l'extérieur, bien s'entourer, et puis après il faut foncer. Mais moi je suis pas comme Nicolas Béraud, donc je suis en train d'essayer de foncer. Mais c'est pas encore réussi. Et c'est quoi justement la prochaine étape, l'objectif parking facile c'est d'être bien implanté, ne serait-ce que sur Bordeaux, qu'on a bien besoin, parce que le stationnement est un véritable enfer. C'est ça, oui. Et ensuite de grossir. L'objectif, c'est là pour les 12 prochains mois, c'est réussir à avoir plus de parking. Aujourd'hui, on en a 10 et avec 80-90 places. C'est de réussir à monter à 500 places et de réussir surtout à prendre du retour client et à améliorer notre outil, notre application mobile, notre site internet. On se rend compte qu'il y a beaucoup de pertes. Élie et Nicolas qui réagissent en opinant du chef. Qu'est-ce que vous entendez quand Nicolas Masson dit ça? Qu'il est bien parti. Quand on a quelqu'un de manière générale qui prévoit de récupérer du feedback client et de progresser sur la base de ce feedback client, il est sur la bonne voie. Je sais pas ce qu'on peut Parce que la valeur est là. Ça en fait partie. Donc oui, 500 places. Exactement, améliorer vraiment le produit pour que ça soit plus simple d'utilisation, convertir plus d'inscrits en clients, et ensuite effectivement songer à se déployer dans d'autres métropoles françaises, sachant que c'est aussi toujours le serpent qui se mord la queue, puisqu'on rencontre et aujourd'hui de plus en plus des partenaires qui ont une dimension nationale et qui songent à un déploiement national. Donc il y a un arbitrage à faire, c'est assez compliqué à gérer, mais c'est aussi une très belle aventure. Une levée de fonds en perspective? Oui, on activera une levée de fonds dans 8-9 mois. Donc d'abord, voilà, quand on aura des premiers feedbacks et qu'on aura eu, nous, le temps de travailler dessus. Et ensuite, on commencera à y penser, sachant qu'après, ça nous prendra entre 6 et 12 mois. Donc on a encore le temps de travailler. Merci Nicolas Masson. Élise Lohim, donc TM6, racontez-nous le parcours d'entrepreneur. Vous avez décrit quel était le métier de TM6, donc la qualité et l'ergonomie, l'accessibilité des sites internet, qui est effectivement un enjeu considérable, hein, parce qu'aujourd'hui la concurrence en ligne, c'est ça, mon site doit aussi lui avoir du retour client. Donc racontez-nous l'histoire, la fondation, l'idée de départ, et puis comment aujourd'hui vous développez, s'il vous plaît. Oui, donc moi je suis qualiticien au départ, j'ai une formation de responsable qualité, plutôt profil industriel et chimie. Je suis parti du principe aux alentours de 2000, enfin 99-2000, que tôt ou tard, que Internet et les métiers Internet, les métiers du web allaient s'industrialiser. Donc il y a tout un tas de choses qui se passent dans le domaine de l'industrialisation, mais notamment on travaille de plus en plus avec ce qu'on appelle des référentiels qualité. Le développement de ces référentiels fait que, on voit quand même les processus s'affiner et la façon dont on développe des sites et des services en ligne se professionnaliser. Donc au départ, on est allé voir les gens d'un certain nombre d'agences en leur disant voilà, est-ce que vous travaillez sur les aspects qualité de vos sites? Alors en 2000, on a été pris pour des hurluberlus, vraiment. Voilà, on a eu pas mal de gens qui nous ont écoutés dans le domaine dans la formation universitaire, école. On est intervenu dans beaucoup d'endroits, mais dans les agences, c'était pas le moment, quoi. C'était vraiment pas le moment. Donc ça fait grosso modo pas loin de 15 ans qu'on essaye d'évangéliser le marché sur le fait que quand on développe un site internet, on ne voit pas ce qui se passe de l'autre côté et que les clients ont des problèmes. Donc ça fait 15 ans que je me balade, que je dis je travaille sur la qualité des sites internet et les gens me disent ah, il y a du boulot. On me dit comme ça, il y a du boulot. J'ai dû l'entendre 2500 fois. Effectivement, il y a du boulot. Voilà. Donc on a commencé en faisant essentiellement du consulting et de la formation.
On a été pas mal écouté du côté institutionnel. Voilà, on travaille pour l'État du Luxembourg, on travaille pour l'Élysée, on est prestataire interministériel, une douzaine de régions, SNCF, 8 ou 9 banques. Voilà, essentiellement l'institutionnel où ces questions de qualité finale sont perçues pas comme des... On ne vous pose pas en premier la question du retour sur investissement. D'accord. On vous dit, voilà, on peut pas ne pas travailler sur la qualité et l'accessibilité des sites. Donc voilà, au départ c'était ça. Du consulting et de la formation. La société fait une grosse partie de son chiffre d'affaires sur ce métier-là. Et puis, au fur et à mesure, Nicolas a parlé de la question de pivot. On est en train de développer une deuxième activité. Donc, ça a consisté à proposer des checklists, en fait, pour faire simple, hein, des checklists pour la qualité des sites. Donc, qualité au sens général, transversale, toucher à tous les métiers, performance, sécurité, ergonomie, expérience utilisateur, e-commerce, rassurance, référencement, logistique, gestion client, tout. Médecin généraliste, quoi. Voilà. Et puis quelques checklists spécialistes sur le référencement, la mobilité, la mise en données open data, des checklists comme ça qui sont développées de manière collaborative et qui sont mises en licence ouverte. On ne demande que la paternité. C'est un élément de la sauce spéciale. Voilà. Et puis, là, progressivement, ce qui est en train de se passer, c'est que c'est en train d'être approprié, comme on a quand même beaucoup évangélisé le marché, c'est en train d'être approprié par des agences. Donc on a une quinzaine d'agences partenaires, un peu partout en France. On a développé un examen qui permet de vérifier que les professionnels connaissent les bonnes pratiques du web, qui connaissent le vocabulaire du web et qui connaissent les risques associés à ce qu'ils font. Et on est sur la base d'un équivalent au TOEIC, en fait, avec un score entre 0 et 1000 points, qu'on fait passer. Donc on a 11 écoles partenaires, on a 2 ou 3 réseaux qui arrivent là, et les écoles arrivent assez vite. On a 8 écoles à Paris, on va en avoir... voilà, grosso modo, les plus grosses écoles françaises sont avec nous. On a commencé en fin d'année dernière, donc après 15 ans d'existence de la boîte, on pivote encore. Voilà. Et là, on est en train de faire passer ça à des professionnels pour essayer d'arriver au stade où on se dit, voilà, les gens connaissent les enjeux de la qualité du numérique. Il ne suffit pas d'arriver et de coder un peu, il y a des bonnes pratiques à connaître. Quand on fait quelque chose, ça a un effet sur l'utilisateur. Je pense que ça sera confirmé. Donc voilà, on n'arrête pas de pivoter. Et là, on tombe sur quelque chose qui semblerait avoir de la traction quand même, qui intéresse beaucoup de monde. Voilà. Donc peut-être qu'il nous arrivera des choses sympas, on ne sait pas encore. On est entièrement sur fonds propres. Depuis le début, on est propriétaire. Voilà, on n'a pas encore fait de levée de fonds, parce que c'était sans doute pas le moment. D'accord, mais effectivement, oui, vous avez un modèle économique basé sur la matière grise et l'expertise. Hein. Vraiment, c'est le cœur de votre métier aujourd'hui. Est-ce que la loi handicap de 2005 a joué un rôle, parce que vous parliez des SNCF, d'un certain nombre d'institutions? La mise en accessibilité des sites web, c'est encore un vrai sujet pour les personnes porteuses de handicap. Est-ce qu'aujourd'hui, ça porte ou pas encore? On était en première ligne parce que quand cette loi est passée, en fait, on a été choisi par la Direction générale de la modernisation de l'État, mon entreprise, pour faire le référentiel national sur l'accessibilité. Et on s'est dit, il existe un référentiel, il y a une loi, comme nous, on a travaillé sur ce référentiel, évidemment, tout le monde, tous les acteurs publics vont se jeter et mettre leur site en conformité. De fait, il y a eu un marché dans le domaine du consulting, mais comme pour la question de l'accessibilité au bâti, l'obligation légale ne fait pas tout. Derrière, il faut des moyens. Vous pouvez toujours dire à une mairie de 2000 habitants, rends ton site accessible. Si jamais il y a un budget de 10 000 euros et que, de 10 000 euros pour travailler avec des agences ou avec des consultants, il n'y a pas les moyens, ils ne le feront pas. Donc voilà. Le problème, c'est les moyens. Donc oui, ça nous a porté en consulting, sur les activités de consulting et de formation, mais on est encore au début là, sur ces questions. Surtout, l'immense majorité des gens qui travaillent sur le web, moi personnellement ça me semble assez dramatique, des gens qui travaillent vraiment sur le web, qui sont des professionnels du web, on va encore dans des agences, on voit des gens qui vous disent comment ça des aveugles peuvent naviguer sur Internet, ils peuvent utiliser tout seuls, ils n'ont pas besoin de quelqu'un à côté. Ouais, ça se fait bien, c'est tranquille, il suffit que les sites soient bien faits.
Et donc effectivement, si c'est codé avec les pieds, c'est pas bon. Voilà, ça c'est dit. Merci beaucoup, merci Elis Lohim. On a bien compris. Donc vous n'avez pas un profil d'ingénieur informaticien au départ, on l'a bien compris, vous venez de la chimie. Surtout pas. Hein. Nicolas Masson, donc pas un profil informaticien non plus, un profil plutôt commercial, business développeur. Nicolas Béraud, je ne vous ai pas demandé. Alors moi si. Ok, non mais tant pis pour moi. Il en fallait un. Je suis ingénieur informatique de l'ENSIERB à Talence. Donc, D'accord. Ah oui. oui, d'accord. je suis, mais en fait, j'ai jamais fait d'informatique. Voilà. Bon, vous êtes excusé alors. Et Samy Lini, donc vous êtes docteur en cognitique, Oui, tout hein, à c'est fait. ça. Donc vous n'êtes pas non plus informaticien. J'ai une composante informatique, mais je ne suis pas informaticien. Je suis diplômé de l'école de cognitique de Bordeaux, à la Ouais. base, où j'ai fait mon diplôme d'ingénieur, où j'ai prolongé en thèse. C'est une école d'ingénieur, je serais amené peut-être à en parler plus en détail dans le Vie ma vie ensuite, mais c'est une école d'ingénieur qui a deux composantes. Une composante sciences dites dures, donc informatique, mathématiques, toutes ces choses-là, et une composante plus dite sciences molles, alors ça va Sciences faire humaines. Sciences humaines, voilà. Merci. Sciences humaines. Parce que les sciences molles, bon, pas très vendeur. Voilà, sciences humaines où on fait effectivement de la psychologie cognitive, de la physiologie, ce genre de choses-là. Donc voilà, une approche un peu transdisciplinaire et avec deux casquettes. Alors racontez-nous d'où vient effectivement Akiani, ce que fait Akiani, vous l'avez un petit peu dessiné tout à l'heure, et votre parcours d'entrepreneur, où vous en êtes, comment vous êtes parti, où vous en êtes et où vous voulez aller. Alors Akiani, la création de la société, c'est une vraie histoire humaine pour le coup, puisque mon associé principal, Axel Johnston, on était dans la même promo en école d'ingénieur. Donc on a passé 3 ans ensemble. J'ai commencé ma thèse dans cette école d'ingénieur et puis il est venu me rejoindre. On a continué à travailler ensemble. Et en fait, c'est un peu au décours de ces travaux menés ensemble pendant ma thèse qu'on s'est fait la réflexion que voilà, il y avait des choses à faire ensemble, à aller plus loin en termes de business. Moi, je faisais ma thèse en aéronautique civile à l'époque. Je me posais la question avec Thales Avionics de comment est-ce qu'on peut faire des cockpit qui soit plus facile à utiliser pour les pilotes, qui permettent de leur prendre de meilleures décisions dans des conditions qui sont extrêmement contraintes, typiquement des déroutements, ce genre de choses-là. Et donc à cette époque-là, on s'est dit, voilà, on a des méthodes, des outils qui sont développés, qui ont des niveaux d'exigence scientifique qui sont forcément très importants parce que voilà, c'est l'aéronautique civile, on souhaite atteindre des niveaux de sécurité qui sont à 10-5, 10-6, donc voilà, on ne peut pas faire n'importe quoi quand on développe les choses. Et on s'est dit, voilà, si ça fonctionne pour l'aéronautique, ça peut peut-être fonctionner pour le web, pour le mobile, pour les objets connectés, pour un petit peu tout. Et donc, à cette époque-là, on a rencontré une troisième personne, Christophe Bay, qui était ancien pilote de chasse, qui était en train de démarrer une thèse, avec qui on a commencé à travailler. Et voilà, on s'est mis tous les trois autour d'une table en se disant, pourquoi pas aller plus loin? Travailler en laboratoire, c'est bien, c'est un cadre qui est très agréable, qui est très porteur pour mener de la recherche, mais qui n'est pas toujours très adapté quand des industriels viennent nous voir avec des questions très précises, avec des besoins de réponses très rapides. Et puis en plus, voilà, il y avait des gens qui avaient déjà préparé le marché. Je remercie Elis Lohim qui avait, voilà, non mais très clairement, il fait partie de cette communauté qui a préparé le marché et qui a préparé tout un tas d'industries et de sociétés à la réflexion centrée sur l'utilisateur. Voilà, c'est un marché qui est très concurrentiel aujourd'hui. D'un point de vue technique, il y a plein de gens qui sont capables de produire à peu près la même chose, des gens qui ont des bonnes idées au même moment, il y en a plein. La plus-value, elle doit se faire à un moment sur le fonctionnel ou sur la façon dont les utilisateurs vont s'approprier le service. Quand on n'a pas l'idée fonctionnelle, on ne l'a pas toujours malheureusement, la plus-value, on se retourne vers l'utilisateur. Comment est-ce qu'on rend le service plus simple à utiliser, plus efficace, plus agréable? Comment est-ce qu'on garde une meilleure trace en mémoire du service? Et donc voilà, on s'est mis autour de la table et on a créé la société. Donc elle a été créée en septembre 2013, donc ça va bientôt faire 2 ans. Puis voilà, encore une fois, comme on avait eu la chance que le marché soit prêt, la société a démarré plutôt bien dès le début. Et là, on est dans la trouver des clients. Très rapidement, Ouais. en fait. Au bout de 2 mois, on a signé nos premiers contrats au bout de 1 mois et demi, quelque chose comme ça. Bon, on avait déjà un carnet d'adresses. Moi, ce que je retiens de ces quasiment 2 ans, enfin voilà, ça fait quasiment 3 ans qu'on réfléchit la thématique, mais moi je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que quand on fait de l'entrepreneuriat et du business en général, il y a un élément qui est presque le nerf de la guerre, c'est le carnet d'adresses. Voilà. Si on ne connaît pas les bonnes personnes, si on n'est pas dans les bons réseaux, si on n'a pas distribué sa carte de visite au bon endroit, c'est infiniment plus compliqué, toujours plus compliqué. Et le travail de réseautage,
ben, c'est un travail en tant que tel. Ça fait partie de l'activité, très clairement. Aller rencontrer des gens, montrer sa tête, présenter son activité. Typiquement, là, je suis un peu en train de travailler ce matin. Voilà. Non, mais ça en fait partie, ça en fait très clairement partie. Donc, voilà, on découvre aussi le métier. Quand on crée sa société, on se dit ce qui est compliqué, c'est voilà, quel est le business model. Et puis, une fois qu'on a le business model, ce qui vient bien assez naturellement quand on a l'idée, ben, c'est après voilà, les aspects plus administratifs, les statuts, puis trouver son premier client, puis développer. Voilà. Et puis en fond de tout ça, ben, il y a effectivement le réseau, quelles sont les personnes qui peuvent vous aider quand on n'a pas les bonnes compétences, qui peuvent vous rediriger éventuellement quand on a des trous dans l'activité, qui peuvent vous conseiller quand la motivation diminue un petit peu. Enfin voilà, s'entourer des bonnes personnes, très clairement. Et c'est ce que disait Nicolas aussi, Nicolas Masson, sur cette nécessité de savoir s'entourer, de ne pas vouloir, entre guillemets, être casque à pointe, j'y vais tout seul, je fonce. Vraiment savoir assembler autour de soi des alliés, des énergies, des gens qui ont envie de nous soutenir. Et on en trouve facilement, finalement, quand on est dans cette posture-là, on trouve facilement des gens qui ont envie de donner du conseil, de l'expertise, du soutien, des contacts. Ce qui est certain, c'est qu'il y a plein de structures qui sont faites pour, Ouais. que ce soit les incubateurs au niveau de la région. Typiquement, on a eu d'excellents conseils au niveau de la région par rapport à ces questions-là. La construction du réseau en tant que tel, comme je le disais, c'est un travail en soi. Donc voilà, ça demande un effort. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Par contre, voilà, aller frapper aux portes pour obtenir des conseils, avoir un avis sur le projet, avoir des pointeurs vers certaines personnes, vers certaines compétences, ça se fait plutôt bien. Et aujourd'hui, voilà, l'écosystème du numérique en Aquitaine, tout le monde a intérêt à ce que ça se développe le mieux possible, à ce qu'il y ait une entité qui se développe. Donc du coup, voilà, tout le monde rame un peu dans le même sens et il y a un effort commun qui est fait pour que tout se développe pour le mieux pour tout le monde. Merci Samilini. Nicolas Bournet, la même question, je ne vous ai pas demandé, mais vous êtes ingénieur informaticien ou pas? Pas du tout. Bravo. Pas du, D'où venez-vous? pas du tout. Moi, j'ai plutôt une expérience de gestion d'entreprise dans différents secteurs d'activité. D'ailleurs, c'est plutôt ce qui a été positif pour maintenant. J'ai fait de l'audit, du conseil, du transport, de l'informatique et des médias. Donc, je gérais à la fois d'un point de vue administratif, financier, juridique. J'ai acheté et vendu des sociétés pour le compte de mes patrons. Donc, j'ai eu un peu cette expérience-là. Maintenant, c'est vrai que je l'ai mise au service donc du projet. Moi, en termes de conseils, je dirais plusieurs choses. D'abord, comme tout le monde l'a souligné, de ne pas vouloir tout concentrer sur une personne, sur soi, ouais. Donc élargir d'un point de vue technique ou commercial, c'est les deux aspects. Considérer qu'il faut pendant 2 ans ne pas se payer, donc s'organiser pour ça, parce qu'on ne peut pas rentrer des clients tout de suite, donc il faut prendre du temps pour cela, pour développer son produit, développer sa solution, donc pendant ce temps on ne peut pas se rémunérer, c'est des choses toutes bêtes mais auxquelles il faut penser. Travailler le réseau, bien évidemment, dès le début. Moi, sur les expériences locales type Digital Aquitaine et autres, sur les toutes premières réunions qui ont été faites dans ce cadre-là, ça m'a débouché sur 2 propositions commerciales, très concrètement, avec des gens qui étaient dans la salle comme moi. Donc voilà, le réseau peut amener aussi à faire la solution commerciale. Et comme M. Béraud l'a souligné aussi, le business model de la société à sa création va bouger 10, 15, 20 fois. C'est pas inquiétant, c'est normal. Parce que d'abord, tu l'as dit tout à l'heure, il faut rebondir, il faut saisir des opportunités de marché, il faut corriger un petit peu. Il y a des contraintes administratives, je pense que vous l'avez bien souligné, telles qu'il faut savoir justement s'adapter. C'est le propre d'une petite société. Grâce au réseau, en utilisant la méthode un peu agile, je suis allé voir des chefs d'entreprise, leur proposer des solutions de mobilité et de numérique. Ils m'ont répondu oui, non. Quand ils me disaient oui, on remontait ça vers mes associés, on trouvait une solution technique, un prototype en moins de 2 mois qu'on leur présentait, et après on signe pas. Voilà. Et ça, il faut le produire, le reproduire, continuer à le faire. Alors, il y a des succès, il y a des échecs, mais moi je pense qu'on apprend tout autant de l'échec que du succès. Et après, quand vous voulez implanter un commerce physique dans une ville, une boulangerie, une boucherie, on vous dit il y a 3 règles. L'emplacement, l'emplacement, l'emplacement.
Pour une start-up, je dirais qu'il y a 3 règles, le client, le client, le client. Donc écoutez, donc, en trouver d'abord, parce que vous avez beaucoup de sociétés qui vont faire des levées de fonds énormes avec très peu de clients, on sait ce que ça peut être par la suite. En trouver, les écouter et les suivre. C'est-à-dire le client actuel est un client ultra connecté, est un client ultra exigeant, notamment sur Internet, etc., est un client ultra mobile et un client changeant. Il faut s'adapter à tout ça. Et ça peut être à la fois l'usager, on a tous 2 clients, on a le client que l'on va facturer et l'usager, celui qui va utiliser les services du client qu'on a facturé. Et il ne faut pas oublier l'autre. C'est un petit peu comme un média. Un média, il vit grâce à la publicité. Si personne ne le regarde, il n'y a pas de publicité. Donc le téléspectateur ou l'auditeur pour une radio ou le lecteur pour un journal, c'est aussi un client. Alors il ne facture pas, il ne voit pas, il le connaît que par des mesures d'audience ou des choses comme ça. Mais c'est grâce à lui qu'on facture. Mais c'est grâce à lui qu'il y a de l'audience, donc que la pub vaut cher, donc que le média gagne de l'argent. Tout bêtement. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas oublier, vous l'avez bien dit tout à l'heure, l'usager qui peut être le client de notre client, un visiteur, un usager des services publics, etc. Et je terminerai par un point. On a quand même une chance au sein de la région Aquitaine, c'est d'avoir deux agences, l'AEC et ADI, qui sont là pour accompagner les entreprises sur beaucoup de problématiques, avec énormément de compétences, beaucoup d'expérience dans la création de sociétés, les réussites et les échecs. Et que quand on est un peu tout seul sur un bateau, voilà, c'est bien aussi d'entendre des fois des gens de dire barrer un peu à gauche, barrer un peu à droite, enfin voilà, pour prendre le meilleur chemin possible. On n'a pas, je pense qu'aucun de nous a la science infuse, hein, j'imagine. On se remet en question assez souvent. Et c'est vrai que ces agences nous permettent de prendre du recul, un peu, de lever la tête du guidon. Et donc il faut vraiment s'appuyer sur ces compétences-là. Pas hésiter effectivement Voilà. à les fréquenter assidûment. Spéciale dédicace à Laurent-Pierre Gilliard, qui en est le directeur général adjoint, qui est là. Hashtag AEC. Sur NFC Interactif plus précisément, est-ce qu'on est sur le marché des objets connectés dont Cisco nous dit régulièrement qu'il y en aura 80 milliards en 2020? Enfin, on est sur une espèce de bulle des objets connectés, on sent que tout va être connecté. C'est ce marché-là que vous visez, l'idée d'NFC Interactif? Non, on ne vise pas du tout ce marché-là, parce que d'abord il y a énormément d'acteurs. Ouais. Ce qu'on va viser, nous, c'est la communication entre le smartphone et l'objet. D'accord. Voilà. C'est le système de connexion et de communication. Ce qui permet de faire de mon smartphone un peu la tour de contrôle de Voilà. tout un tas de services et d'applications qui m'entourent. Tout à fait. Et qui sont physiques. Là, on est sur le phygital, comme disait Nicolas Masson. Tout à fait, parce qu'on va également travailler sur les... On est en train de monter un gros projet avec le cluster Eurocima, qui est un cluster du monde de la glisse en Anglette, sur la notion de magasin connecté. Et donc, on va travailler avec eux dans ce secteur-là aussi. L'objectif étant de... Un client, lorsqu'il arrive dans un magasin physique, c'est en France à 85% renseigné sur Internet en amont. Donc 85%. 85% ah oui, maintenant. Lorsqu'il arrive dans le magasin, que ce soit pour acheter un surf, que ce soit pour acheter une télé, un ordinateur, parfois un vêtement, ça peut aller jusque-là. Donc quand il arrive devant le vendeur, souvent il est autant, voire plus au courant que lui. C'est-à-dire qu'il est déjà très documenté. Donc l'objectif est de remettre le vendeur du magasin au même niveau que son client. Et surtout si le client a fait, ce qui est maintenant considéré comme un exploit, l'effort physique d'aller dans le magasin, donc de se taper les embouteillages, les solutions de parking, heureusement il y en a, c'est tant mieux, mais une fois qu'il est rentré dans le magasin, voilà, après il faut l'accrocher, tout simplement. Et donc il faut se servir dorénavant du digital et de la mobilité pour faire en sorte qu'il achète, le fidéliser, enfin tous les programmes classiques qu'un commerce peut avoir après avec ses clients. Merci beaucoup. Je vais commencer par vous pour juste le tour de table final. Une phrase que vous souhaiteriez livrer à quelqu'un, un garçon, une fille qui veut se lancer dans l'aventure start-up. Peut-être votre conseil très, très personnel à cette personne-là. Bon, je vais reprendre ce qui a déjà été dit. Croire en son projet, être persévérant et s'entourer. Merci Nicolas Bournet. Samy Ligny, même exercice. Ouais,
Moi, je dirais que quand j'étais au lycée, je me suis fait la réflexion qu'il fallait que je travaille sans trop savoir où j'allais. Quand j'ai commencé mes études, j'ai compris que je travaillais et que je savais où j'allais. Et là, depuis que je suis chef d'entreprise, c'est mon projet. Tous les jours, je me lève avec, je me couche avec, je passe mes week-ends avec. Donc voilà, enfin, moi, j'ai trouvé que c'était le meilleur moyen pour parfaitement m'approprier mon activité au quotidien. Donc ne pas hésiter à se lancer dans l'aventure. Et c'est épanouissant? C'est fatigant et épanouissant. Ou épanouissant et fatigant, ça dépend des périodes. Les deux. Merci Samy. Nicolas Béraud. Alors plus on passe vers la droite, plus c'est difficile de trouver des conseils. Non, tous ces conseils sont effectivement valides et sont importants. Si je devais en donner un, c'est se lancer dans un projet, dans un domaine dans lequel qu'on aime, dans lequel on est passionné. Parce que c'est là où on va tirer le meilleur de soi-même, c'est là où on va être persévérant, c'est là où on va s'accrocher, c'est là où on va peut-être trouver les bonnes idées pour pivoter, pour avancer. Et là, je le vois autour de la table, il y a des gens qui sont tous passionnés par leur projet, et c'est le meilleur moyen de réussir. Merci Nicolas Béraud. Nicolas Masson. Moi j'en ai deux. Le premier c'est l'honnêteté intellectuelle, qui à mon avis est plutôt clé pour la performance, pour se remettre en question, s'entourer. Je pense que c'est vraiment fortement corrélé à la performance. Et le second conseil, c'est le droit à l'échec, puisque ça enlève aussi de la pression. On a le droit d'échouer, c'est pas une maladie. Voilà, les deux conseils. Merci beaucoup. Élise Lohim. Oui, vraiment, tous les fondamentaux ont été dits. C'est vrai qu'il y a un truc fondamental qui est déjà de prendre plaisir, de kiffer, de se dire le dimanche soir. Moi, mon indice, c'est le dimanche soir, avant de reprendre le lundi matin, se dire est-ce qu'on a envie que le lundi matin arrive? Ça, moi, avant, voilà, j'ai démissionné de mon précédent boulot parce que j'avais l'angoisse le dimanche matin, donc ça, c'est pas possible, on ne peut pas être bon. Voilà, continuer, se planter, se relever, continuer, persévérer, essayer de prendre plaisir. Voilà, faire ce qui nous plaît. Mais ça a déjà été dit. Merci à tous les cinq. On peut vous applaudir.